Je suis Batman. Chante avec moi. I'm Groot. Rassemblement. Freeze, dégivré. Pourquoi, Gamora? Emporte-moi, toi, emporte-moi. Je suis Iron Man. Et comme tu vois, je suis un homme complet. Ce soir, branle. Non, pas bien. Miaou. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de Wild Hero, le podcast super-héroïque. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de faire dans l'inoubliable, de commencer par un film qui nous a tous donné l'envie de sauter d'immeuble en balançant des toiles d'araignée par nos poignets. Alors attachez vos ceintures, ou plutôt enfilez vos costumes et préparez-vous à aborder un film qui a lancé la mode du super-héros au cinéma, Spider-Man de Sam Raimi. Qui je suis? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type comme tout le monde, qui ne s'en fait pas dans la vie, ce quelqu'un a menti. Le renouveau du genre super-héros. Après le succès des films de Tim Burton, Batman et Batman le défi, la franchise a pris un virage kitsch et coloré au milieu des années 90 avec les réalisations de Joel Schumacher. Batman Forever et surtout Batman et Robin. Ces deux films ont failli sonner le glas des adaptations de super-héros au cinéma. Plusieurs œuvres clés ont cependant permis au genre de prendre un nouveau départ. Le premier arrive en 1998, c'est Blade. Ce film a montré qu'un personnage moins connu de Marvel pouvait être la star d'un film efficace, plus mature et même doté d'une dimension horrifique. Dans la foulée, en 1999, on a Matrix des sœurs Wachowski, qui révolutionne le cinéma d'action et qui a grandement influencé les films de super-héros. Ce fut le cas avec l'introduction du bullet time et des effets visuels inédits, qui ont ouvert de nouvelles perspectives pour représenter les pouvoirs surhumains. Le film a également élevé le niveau des chorégraphies de combat et a encouragé le genre à explorer des thématiques plus philosophiques. Fort de cette nouvelle dynamique visuelle et thématique, X-Men, réalisé par Bryan Singer, arrive en 2000 et capitalise sur cet élan en offrant une approche sérieuse des super-héros et aborde des thèmes profonds comme le racisme et la tolérance, devenant un catalyseur majeur pour la nouvelle vague du genre. Enfin, bien que relevant de la fantasy, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a prouvé de manière indirecte 3 points essentiels pour le genre. La faisabilité de construire un univers étendu sur grand écran, la crédibilité que pouvaient atteindre des effets visuels et le potentiel commercial des blockbusters produits en série. C'est dans ce contexte favorable que le Spider-Man de Sam Raimi est arrivé. Il a su tirer les leçons des succès et des échecs précédents en combinant un grand respect de l'œuvre originale, des effets visuels de qualité et une approche spectaculaire mais profondément humaine. Son succès, planétaire, a prouvé l'immense appétit du public pour ce genre, marquant ainsi le début de l'ère moderne du super-héros au cinéma. Un grand chemin vers le grand écran. Dès les années 80, les droits appartiennent à Cannon Group, une société connue pour ses films d'action à petit budget. Bien qu'ils aient attaché des réalisateurs comme Toby Hooper et Joseph Zito au projet, leur adaptation n'a jamais vu le jour et leurs droits ont expiré après seulement 5 années. Ensuite, les années 90 ont vu l'arrivée d'un projet plus ambitieux. Après le succès de Terminator 2, la Carolco a acquis les droits et a engagé James Cameron pour écrire et potentiellement réaliser un film Spider-Man. Ce scénario est d'ailleurs trouvable en ligne, tout comme les premiers storyboards, un sujet que nous pourrons explorer plus tard dans un futur podcast. Malheureusement, Carolco a fait faillite et les droits de Spider-Man se sont retrouvés dans des problématiques juridiques tortueuses. Il a fallu attendre 1999 pour que la Columbia acquiert enfin les droits du héros. Déterminé à lancer une franchise, le studio s'est tourné d'abord vers James Cameron. Mais celui-ci était passé à autre chose et ne voulait plus s'associer à un projet dont il n'aurait pas le contrôle total. La Columbia a donc cherché un réalisateur. Sam Raimi n'était initialement pas le premier choix. Il était en queue de peloton derrière une longue série de grands noms dont Tim Burton, Chris Columbus, Roland Emmerich,
David Fincher, Jan de Bont, Ang Lee et j'en passe. Cependant, par un concours de circonstances, Raimi a finalement gravi les échelons pour devenir le réalisateur attitré de Spider-Man. Une pré-production cruciale. Pour Sam Raimi, réaliser Spider-Man n'était pas seulement un travail, mais un rêve devenu réalité. Fan du tisseur depuis son enfance, il était déterminé à être le plus fidèle possible au matériel de base. Afin d'accélérer le développement et d'intégrer des idées puissantes, les producteurs ont pris la décision d'acheter les droits du scénario non réalisé de James Cameron. Si l'essentiel du script fut abandonné, quelques éléments clés ont été conservés, notamment l'idée que les toiles de Spider-Man soient d'origine organique plutôt que mécanique. Le scénario final a été confié à David Koepp, scénariste notamment de Jurassic Park, qui a puisé dans les histoires classiques du héros. Il a ensuite été peaufiné par plusieurs scénaristes non crédités, Scott Rosenberg et Alvin Sargan, qui ont aidé à sculpter le ton final du film. Pour le casting, Raimi a mis un point d'honneur à trouver des acteurs qui incarnent l'essence même des personnages et pas seulement des gravures de mode. Son premier choix pour incarner Peter Parker fut sans hésitation Tobey Maguire. Raimi le considérait comme un excellent acteur qui, par son apparence et son jeu, était loin du stéréotype du beau gosse hollywoodien. Cela rendait Peter Parker beaucoup plus humain, vulnérable et proche du personnage de geek tourmenté qu'il était censé être. Une approche cruciale pour ancrer le film dans l'émotion. La production du film a appliqué cette même exigence pour le reste des interprètes, sélectionnant des acteurs de talent pour les rôles clés. Pour le rôle de Mary Jane Watson, l'intérêt amoureux de Peter Parker, c'est Kristen Dunst qui a été choisie. Elle a été préférée à d'autres actrices envisagées, notamment Elizabeth Banks, qui finalement a obtenu le rôle de Betty Brant, et Kate Hudson, qui, elle, a juste décliné l'offre. De son côté, l'interprète de Norman Osborn, / le bouffon vert, fut l'objet de tensions avec le studio, qui désirait initialement des stars comme Nicolas Cage ou John Malkovich. C'est finalement Willem Dafoe qui s'est imposé grâce à son jeu intense. L'acteur a particulièrement apprécié l'occasion de camper le double rôle de l'homme d'affaires torturé Norman Osborn, trouvant l'ambivalence du père plus fascinante que le simple méchant. Enfin, pour incarner Harry Osborn, c'est James Franco qui a été retenu. Il avait initialement auditionné pour le rôle principal de Peter Parker / Spider-Man, mais bien qu'il n'ait pas été choisi, il a tellement impressionné le réalisateur Sam Raimi que celui-ci lui a directement offert le rôle du meilleur ami Harry Osborn. Le casting a été solidifié par l'ajout de professionnels chevronnés avec la présence de Rosemary Harris, qui incarne Tante May, et de Cliff Robertson, qui incarne l'oncle Ben. L'origine d'un héros. Il est grand temps de vous faire un résumé concis de l'histoire d'origine de Peter Parker. L'histoire suit Peter Parker, interprété par Tobey Maguire, un lycéen intelligent, timide et maladroit, vivant à New York avec son oncle Ben et sa tante May. Profondément amoureux de sa voisine, Mary Jane Watson, il n'ose jamais l'approcher. Lors d'une visite scolaire dans un laboratoire de génétique, Peter est mordu par une araignée génétiquement modifiée. Il se réveille le lendemain avec des super-pouvoirs, force accrue, capacité à adhérer au mur, réflexes surhumains et le sens de l'araignée. Initialement, Peter tente d'utiliser ses pouvoirs pour son profit personnel. Cependant, lorsque son oncle Ben est tué par un criminel qu'il avait refusé d'arrêter plus tôt, Peter accepte la responsabilité de ses actes. Hanté par la célèbre phrase de son oncle, « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Il crée le costume de Spider-Man et jure de protéger New York. Simultanément, le scientifique et homme d'affaires Norman Osborn, le père du meilleur ami de Peter, Harry, se voit forcé par le conseil d'administration de tester un sérum d'amélioration de la performance sur lui-même. L'expérience tourne mal, faisant naître une personnalité démente et le transformant en le terrifiant bouffon vert. Spider-Man et le bouffon vert se lancent alors dans un conflit brutal, obligeant Peter à concilier sa vie de justicier masqué avec ses responsabilités personnelles, y compris son amour pour Mary Jane et son amitié compliquée avec Harry.
Peter Parker et ses triangles infernaux. La vie de Peter n'est pas seulement définie par sa lutte contre le mal, mais par 3 triangles relationnels qui le mettent constamment à l'épreuve. Ces dynamiques de pouvoir, d'amour et de moralité transforment le film en un véritable drame personnel. Le conflit central de Peter réside dans les figures masculines qui l'entourent. D'un côté se tient l'oncle Ben, le mentor, aimant, qui lui lègue sa tirade légendaire « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », avec tout ce qu'elle implique, et sa mort accidentelle est le catalyseur moral du film. De l'autre côté du spectre se trouve Norman Osborn, une figure paternaliste de substitution. Norman admire l'intelligence de Peter, lui offrant la validation scientifique que son propre fils Harry ne reçoit pas. Sous le masque du bouffon vert, il représente l'appel égoïste du pouvoir, forçant Peter à choisir entre le sacrifice altruiste et la destruction. La vie amoureuse de Peter est un éternel problème de timing et de secret. Peter est follement épris de Mary Jane Watson, mais son manque initial de confiance et son identité secrète de Spider-Man l'empêchent d'être avec elle. MJ est attiré par la confiance et la force de Spider-Man et par extension de Peter, tout en sortant avec Harry Osborn, le meilleur ami de Peter. Ce triangle est douloureux car Peter doit rejeter l'amour de MJ à la fin du film pour garantir sa sécurité. Cette distance forcée, motivée par son sens du devoir, rend son sacrifice d'autant plus tragique. L'amitié sincère entre Peter et Harry Osborn est la victime collatérale de la guerre entre Spider-Man et le bouffon vert. Harry souffre déjà de la jalousie envers Peter, exacerbée par le mépris de son père. Lorsque Norman Osborn est tué, dans son duel final avec Spider-Man, Harry est aveuglé par la douleur et la colère. Il croit fermement que Spider-Man est l'assassin, jurant vengeance. Peter, le seul à connaître la vérité derrière le masque du bouffon, est obligé de garder ce secret. Ce silence transforme leur fraternité en une animosité mortelle, posant les bases du drame et du conflit central des suites. La naissance d'une icône populaire. Dans Spider-Man, la foule new-yorkaise n'est pas un simple décor, elle est le témoin qui observe et légitime l'émergence du héros. Au départ, l'opinion publique est divisée et influencée par les médias, notamment le Daily Bugle de J. Jonah Jameson, qui ne cesse de qualifier Spider-Man de menace et de justicier masqué. Cependant, les citoyens qui sont directement témoins de ces actions ont une perception différente. Tout commence avec des actes de bravoure isolés comme l'incendie de l'immeuble qui démontre sa capacité à intervenir rapidement et efficacement. Progressivement, le public voit ces interventions se multiplier, incluant les sauvetages répétés de MJ, soulignant sa détermination et son sens des responsabilités. Mais l'acceptation atteint son apogée lors de l'affrontement sur le pont. C'est un moment décisif. Face à l'ultimatum du bouffon vert qui le force à choisir entre sauver MJ ou un téléphérique rempli d'enfants, Peter prend la décision de sauver les deux. C'est à cet instant précis que le peuple intervient physiquement pour protéger le héros et les victimes, scellant l'acceptation totale de Spider-Man par les New-Yorkais. L'impact direct de Spider-Man sur la vie des gens lui vaut un soutien populaire profond et immédiat, le transformant en gardien de la ville. Il est temps pour moi de vous présenter la partie collaborative de cette émission. Je vais maintenant accueillir mes camarades de la Horde Sauvage pour un débat sur le film autour d'une ou plusieurs questions que je leur poserai. C'est parti. Donc, nous voilà sur cette partie collective de cette chronique sur Spider-Man 1 de Sam Raimi. David m'a rejoint. Bonjour David. Bonjour Mika. Quentin aussi. Bonjour, Mickaël. Et le dernier mais non le moindre, Bertrand. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Donc voilà, toute l'équipe est présente. Vous aussi dites bonjour à Mickaël, qui nous écoutez. Voilà. Ça peut On être vous a long. pas entendu, répétez. Ça peut être très très long ça. La problématique que je vais soulever à vos humbles personnes, messieurs, est la suivante. Qu'est-ce qui fait que ce film est une bonne origin story ? Donc, On parle de Spider-Man premier, hein. Bien évidemment. Fallait avoir le film. Moi, je voulais Ah, ça a pas- commencé. Je voulais parler de Thor 3, moi.
Non, je rigole. Oui, mais Ouais, d'accord. le Ok, tortue. donc qu'est-ce qui fait que c'est une. Bon, je pense qu'il y a quelques trucs à dire, effectivement. Le premier, c'est que je pense que moi, quand j'ai vu le film en salle en 2002, donc c'était avant tous les trucs du MCU et puis les films qu'on suivit, hein, pour cause, j'avais pas lu de Spider-Man depuis ma plus tendre enfance. Et je trouve que ça pose vraiment bien à la fois le décor et les personnages. C'est-à-dire que c'est plutôt bien écrit à ce niveau-là, ça prend le temps de développer les persos. On démarre, Peter Parker est encore Peter Parker, n'a pas basculé. On spoil ou pas d'ailleurs? Tiens, Mika, excuse-moi. Oui. Oui, bon, d'accord. Peter Parker n'a pas encore été piqué par son araignée radioactive. Donc, moi, je trouve que le film fonctionne très bien parce qu'il est assez immersif dans l'univers qui se développera le temps de 3 films, comme on le sait. Après, de toute façon, on va en débattre avec les copains, mais dans les points vraiment positifs, c'est déjà un casting accessible, je trouve. Moi, Tobey Maguire, ce que j'aime bien avec ce gars-là, c'est que c'est le mec qu'on pourrait croiser dans la rue. C'est pas Brad Pitt, c'est pas Leonardo DiCaprio, c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour ces gars-là. Et tu fais bien de le citer, puisque c'était lui qui était... DiCaprio, oui. DiCaprio devait être dans le projet de James Cameron, ouais. pour être Spider-Man. Mais dans les années 90. Oui, des années plus tôt. Donc moi ce que j'aime bien avec Maguire, c'est qu'il a le physique de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, ce qui n'est absolument pas péjoratif, parce qu'il a une bonne tronche comme mec. Mais Kirsten Dunst, est jolie. Mais pareil, c'est pas une beauté spectaculaire. Je sais pas comment le dire, mais on pourrait croiser une fille très jolie comme ça dans la rue, je pense. Et puis à côté de ça, on a des personnages secondaires très travaillés, ce qui n'est pas toujours le cas de ces films-là. Même des films en général d'ailleurs. Et même l'oncle Ben qu'on voit peu, il est très bien bossé, je trouve. Et puis Cliff Robertson fait très bien le job. Bon, après ils n'ont pas pris n'importe qui non plus, mais voilà, le casting est un peu à l'image du scénario qui a été très bien bossé. C'est notre camarade David Coep, pour les prononciations, voilà. Mais on a un bon scénario, on a un casting chouette, on a quand même un réalisateur derrière qui avait quelques films dans les pattes et puis qui avait déjà abordé le film de super-héroïque, même si le projet lui appartenait complètement, Darkman, en 1990, donc un peu plus de 10 ans avant. Donc je trouve qu'il y avait une espèce d'alignement d'étoiles qu'on n'a pas eu des millions de fois dans l'univers super-héroïque au cinéma. On a eu un alignement d'étoiles qui était un peu fait pour que le film fonctionne. Bertrand, peut-être pour pas te laisser parler en dernier. On s'est fait la réflexion. Alors, je te laisse la parole. Du coup, je vais pouvoir dire quand même que j'ai pas grand-chose à ajouter. Non, l'alignement d'étoiles, oui, mais il doit y avoir un peu plus que ça, parce que il y a de ce qu'on voit, il y a de ce qui n'est pas visible. Il y a ce que l'histoire et les acteurs projettent. Et ça, même si tout le monde ne va pas être réceptif de la même façon, il y a quand même un moment donné où tu t'es impressionné par les quelques apparitions d'Osborn. Des moments, des petits moments, des moments suspendus, des moments de grâce et des moments de flip absolu. Le repas de Thanksgiving. Oui. Juste le moment où il tend la main pour aller manger un morceau. Et Tante May qui lui tape sur la main. Oui. Le regard qu'il lui lance. Ouais, enfin, en même temps, on parle de Willem Dafoe. Voilà. Il foutrait les jetons même quand il est agréable. C'est l'alliance de tout ce qui est en amont d'écriture, de préparation, d'équilibrage, parce que le scénar est super équilibré en temps de présence des uns et des autres. La chronologie est hyper lisible. Et tout ça, en plus de ce qu'il y a d'inconscient, de projeté qui va résonner en nous. Et je pense que ça fait partie aussi des ingrédients. Et c'est pas quelque chose qui est calculé. C'est pas uniquement la chance, parce que les gens qui font des films savent qui ils embauchent pour faire telle et telle chose. Tu le disais pour le personnage de l'oncle. Voilà, ça fait partie. Il y a une recette. Et là, le fait est que tous les ingrédients sont super bien
super bien proportionné. C'est ce qui fait que ça marche, je trouve. En tout cas, sur moi, qui suis absolument pas un lecteur de comics, ça me rend l'origin story, justement, hyper lisible, hyper crédible et hyper réussi, surtout. Bah ouais, toujours évidemment d'accord avec vous. Hein. Spider-Man 1 est un film très réussi. Le côté origin story réussi, ça tient. Bon, vous avez déjà donné beaucoup d'éléments. Hein. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a un film simple avec une histoire relativement simple, efficace et bien écrite, où t'as tout qui est là. Et il se tient en un seul film aussi. Il y a eu des suites, mais qui n'ont pas forcément vocation à être nécessaires à la fin du film. Il y a une conclusion. Le film, s'il n'y avait pas eu deux, il n'y aurait pas eu deux. Voilà, tout est là. Et en plus, on a l'un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man, peut-être même le plus emblématique de l'univers de Spider-Man, avec Dr. Octopus, qui apparaîtra dans le 2, donc bon, ils ont balancé les... Voilà. Qui est là dès le premier, et qui a une conclusion à son histoire. Donc on a vraiment tous les éléments qui sont là, quoi. On nous introduit bien les personnages, leurs relations les uns avec les autres, tout le monde arrive petit à petit, et oui, ça se prend pas trop la tête, ça fait simple, ça fait efficace, tout dans l'écriture, hein, je parle du film, hein, voilà. Ouais, c'est... Après, j'ai plein de trucs à dire sur Spider-Man 1, mais sur ta question précise de l'origin story, c'est ce que je dirais, pourquoi ça fonctionne, parce que tout est là en moins de 2 heures, ou en 2h2 ou 3, je sais plus. Voilà, et ça tient super bien. Bah, puis il y a un truc aussi qui est important, je trouve, c'est que ça va être tenu, alors ça oblige à juste évoquer vite fait les 2 et le 3, mais ça va être tenu sur la trilogie, c'est que tout ce qui est posé dans ce premier va être plutôt respecté, plutôt homogène sur les 3 films. Je pense entre autres à l'esthétique de la ville, les teintes des films, etc. Il y a une espèce d'homogénéité sur la trilogie. Et là aussi, c'est important d'avoir une base, une origin story bien foutue, qui va être tenue. C'est que, a priori, ils étaient un peu cohérents avec eux-mêmes, les gars, quand ils ont mis ça en place, et que l'univers visuel du premier Spider-Man va être celui qu'on retrouve dans le 2, et puis sera même celui qu'on retrouvera dans le 3. Donc, on a une trilogie qui est quand même très cohérente à ce niveau-là. Donc, comme quoi, avec les éléments qu'on a pu donner avec Bertrand et Quentin depuis tout à l'heure, comme quoi tout ce qui a été mis en place, c'est effectivement les bonnes bases pour une origin story, parce qu'ils n'ont pas fait de grosses échappées pour dire « Ouh là là, on va balayer ça, on part complètement sur autre chose avec le deuxième. Non, la photo, ça allait pas, il y avait ça qui allait pas. Le décor, là, on change un truc du casting. » Non, ils ont gardé... ils sont restés raccord avec ce premier film jusqu'à la fin, ce qui est donc bien la preuve que le boulot de départ était plutôt bien foutu, quoi. Voilà, l'heure est venue de refermer ce chapitre consacré à Spider-Man. Nous avons plongé dans le casting humanisme de Sam Raimi, décortiqué les triangles infernaux qui tourmentent Peter Parker et analysé la manière dont le peuple de New York a adopté son nouveau héros. Ce film n'est pas seulement l'histoire d'une origine, c'est un drame puissant sur la responsabilité et le sacrifice, parfaitement porté par un casting inoubliable. Mais l'aventure ne fait que commencer, mes amis. La prochaine fois, nous remonterons sur la toile pour aborder la suite, Spider-Man 2. Pour conclure, merci beaucoup à mes camarades de la Horde Sauvage pour ce débat passionné. Vous pouvez les retrouver dans d'autres formats d'émissions autour du cinéma sur nos chaînes YouTube, Spotify, Deezer et j'en passe. En attendant, si cette émission vous a plu, faites-le nous savoir, likez, partagez et commentez ce podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très vite pour de nouvelles aventures super-héroïques. Bisous.